Bonjour à tous, nous voici avec une autre semaine d'actualité spatiale à partir du samedi 16 septembre 2023. Donc l'épisode d'aujourd'hui contiendra les lancements de cette semaine et dans l'actualité, le télescope spatial James Webb a trouvé des informations supplémentaires selon lesquelles l'exoplanète K2 18b pourrait contenir de la vie. On parlera de Starbase. Nous verrons également ce qui se passe à la Station spatiale internationale et discuterons d'une découverte qui pourrait soutenir une colonie sur Mars. Le 16 septembre, SpaceX a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini appelés Groupe 616 en orbite terrestre basse à 530 km d'altitude depuis son complexe de lancement spatial 40 à Cape Canaveral Space Force Station en Floride. Le premier étage d'ailleurs a atterri sur le drone ship Just Read Instruction pour sa 5e fois. C'était le 65e lancement d'une Falcon 9 cette année, ce qui amène le total de 5113 satellites Starlink lancés et 4765 satellites Starlink encore en orbite autour de la Terre. Le 17 septembre, un Long March 2D a été envoyé depuis le centre de lancement de satellites de Xichang en Chine par la China Aerospace Science and Technology Corporation. La charge utile était le deuxième Yaogan 3902 qui est un satellite de télédétection. C'est tout ce que j'ai pu rassembler sur ce lancement. Le 19 septembre, Rocket Lab a envoyé sa mission We Will Never Desert You depuis son complexe de lancement 1B en Nouvelle-Zélande à bord d'une fusée Electron vers une orbite terrestre basse circulaire à une altitude de 635 km. Le satellite était un radar à synthèse d'ouverture et pesait 160 kg pour le client Capella Space. Malheureusement, le lancement a échoué juste après la séparation du premier et du deuxième étage. La fusée Electron a déjà mis en orbite 171 satellites au cours de 37 missions orbitales réussies. Rocket Lab a déclaré qu'ils identifieraient rapidement le problème, mettraient en œuvre des actions correctives et reviendraient sur le pad sous peu. Le 20 septembre, SpaceX a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini, appelés Groupe 617, en orbite terrestre basse à 530 km d'altitude depuis son complexe de lancement spatial 40 à Cape Canaveral Space Force Station en Floride. Le premier étage a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas pour sa 17e fois, ce qui est un record, en tout cas pour SpaceX, et bien évidemment pour toute l'industrie. C'était le 67e lancement d'une Falcon 9 cette année, ce qui amène un total à 5135 satellites Starlink lancés et 4787 satellites Starlink encore en orbite autour de la Terre. Le 21 septembre, Galactic Energy a envoyé une fusée Ceres-1 depuis le centre de lancement de satellites Jiuquan, zone de lancement 95A en Chine, avec à son bord le satellite Jilin 104B d'observation de la Terre à haute résolution destiné à une orbite héliosynchrone. Malheureusement, la fusée n'a pas réussi à atteindre son orbite. La société Galactic Energy a réalisé 9 lancements réussis et c'est aujourd'hui le premier échec d'un Ceres-1. Une enquête est en cours et aucune autre information n'est disponible sur la cause de l'échec. Du côté de Starbase, on voit un test du booster numéro 10, un test cryogénique. Ensuite, on voit l'assemblage du ship ou du vaisseau numéro 31 à gauche. Et à droite, on voit d'ailleurs les vaisseaux 30 et 29. Ensuite, on voit l'assemblage ou l'installation des moteurs pour le ship 28. Et enfin, on voit le Starship 25 qui est détaché de son booster numéro 9
Mais c'est pas rien de grave, c'est juste que il y a pas, comme le vol ne va pas arriver dans les jours ou semaines qui viennent, donc c'est pas la peine de le laisser en hauteur comme ça, surtout s'il y a du vent. Voilà. Cette semaine, Stockspace a effectué un test de feu statique de son Hop 2, j'en ai parlé il y a quelques épisodes de ça. Ils ont simulé un saut pour tout tester, depuis l'avionique de vol, les systèmes d'alimentation, les ordinateurs, le système de guidage et de navigation, le système de contrôle de réaction, la pressurisation du réservoir, le moteur et même le bouclier thermique. Donc le feu que vous voyez sur le dessus, qui ressemble un peu à un film de Mad Max, est causé par le système qui tente de corriger la trajectoire après avoir délibérément simulé une déviation de sa trajectoire de la fusée, où le système de contrôle de réaction se bat dur pour la corriger. Selon Stockspace, ce test a été un énorme succès sur toute la ligne. Donc, comme maintenant vous pouvez le constater, Stockspace a fait voler son Hoop numéro 2 et le test s'est très bien passé. Ils ont fait un petit saut de quelques mètres, pas beaucoup de choses, mais en tout cas, comme premier essai, c'est quand même concluant. En 2015, le télescope spatial Kepler a découvert K2-18, qui est une étoile rouge, aussi connue comme naine rouge, équivalente à notre Soleil, mais beaucoup plus rouge, ainsi que deux exoplanètes K2-18b et K2-18c, toutes situées à 120 années-lumière de la Terre. Bon, K2-18b fait environ 8,6 fois la masse de la Terre et tourne autour de K2-18, son étoile rouge, en 33 jours, ce qui est très similaire à la rotation de la Terre autour du Soleil, donc obtenant une quantité de lumière similaire à celle de la Terre. Donc c'est une condition idéale pour devenir un monde potentiellement habitable avec l'existence d'eau liquide. Ces derniers jours, la NASA a mentionné que le télescope spatial James Webb avait détecté du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère de K2-18b. Donc les données de Webb suggèrent que la planète pourrait être recouverte d'océans avec une atmosphère riche en hydrogène. L'abondance de méthane et de carbone dioxyde ainsi que la pénurie d'ammoniac confortent l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un océan sous une atmosphère riche en hydrogène dans K2-18b. Ces dernières observations d'ailleurs de James Webb Telescope ont également permis de détecter une molécule appelée sulfure de diméthyle, ou aussi appelée DMS sur le graphe. Donc sur Terre, cela n'est produit que par la vie, c'est-à-dire la majeure partie du DMS présent dans l'atmosphère terrestre est émise par le phytoplancton des environnements marins. Nul doute, nous allons avoir plus d'informations sur K2-18b dans les mois et années à venir. Tournons-nous vers la Station spatiale internationale pour voir ce que l'ESA rapporte cette semaine. Lors de sa mission Hugin, l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen s'entraîne avec le moniteur Spaceware attaché à sa poitrine pour mesurer des paramètres de santé vitaux, tels que la température de la peau ou même la fréquence cardiaque. Des moniteurs de santé sont déjà utilisés sur la Station spatiale internationale depuis bien longtemps, mais ce qui distingue le moniteur Spaceware des autres est la fréquence et qualité des données qu'il mesure. Donc, outre une longue durée de vie de la batterie, ils étudient comment le moniteur Spaceware peut aider les astronautes dans leur vie quotidienne sur la station spatiale. L'équipage du MS-24 arrive finalement à l'ISS. Les astronautes de la NASA ont produit le premier ménisque de genou humain qui a été imprimé avec succès en 3D en microgravité dans les installations de biofabrication de l'ISS. L'installation a produit du cartilage du genou à partir de cellules souches bioniques pour accélérer la guérison des blessures musculo-squelettiques.
Les biofilms multicellulaires trouvés dans le kombucha, qui est un thé noir fermenté, légèrement effervescent et sucré, se sont révélés prometteurs pour survivre aux environnements difficiles sur Terre, incitant les scientifiques à étudier leur potentiel à supporter les conditions extrêmes de l'espace. Les micro-organismes sont même considérés comme des bio-usines pour les systèmes de survie autonomes des colonies spatiales. L'installation Expose de l'ESA a mené des expériences sur la Station spatiale internationale pour déterminer si et comment les bactéries survivent dans l'espace et dans des conditions martiennes simulées. Ces échantillons ont volé à l'extérieur de la station spatiale, comme vous pouvez voir dans l'image. Les résultats montrent qu'un micro-organisme, le cyanobactérie, était capable de réparer son ADN et de reprendre la division cellulaire, même après avoir été exposé aux rayons cosmiques résistant même aux ions fer, destructeurs qui provoquent d'importants dommages cellulaires. Petra Redberg, directrice du groupe d'astrobiologie du Centre aérospatial allemand, DLR, à Cologne, a dit « Ces cultures présentent un grand potentiel pour soutenir la présence humaine à long terme sur la Lune et sur Mars ». Nicole Kaplan, scientifique en exploration de l'espace lointain à l'ESA, mentionne en raison de leur capacité à produire de l'oxygène et à fonctionner comme des bio-usines, cette biotechnologie pourrait améliorer considérablement les futures missions spatiales et les efforts d'exploration spatiale humaine. J'espère voir nos échantillons attachés à la Lunar Gateway à l'avenir et peut-être utilisés à la surface de la Lune et au-delà. D'ici là, nous continuerons à explorer les possibilités qu'offrent nos biocultures. Cette découverte aidera les astronautes à assurer leur autosuffisance sur la Lune ou sur Mars. L'image de la semaine est celle des tourbillons de la galaxie IC 1776 se tenant dans un splendide isolement sur cette image du télescope spatial Hubble de la NASA et ESA. Cette galaxie se situe à plus de 150 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation des Poissons. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous apporterai plus de nouvelles sur l'espace la semaine prochaine et en attendant, continuez à vous informer sur l'espace. Je suis Christophe Paget, votre fournisseur d'informations spatiales. Au revoir et à très bientôt.